Hello tout le monde, bienvenue dans cette 5e vidéo consacrée à la lecture de l'électrocardiogramme. Dans le précédent épisode, on avait abordé les troubles du rythme supraventriculaire. Aujourd'hui, on va aborder les troubles du rythme ventriculaire. Je le répète à chaque épisode et je le ferai toujours, mais l'épisode 3 consacré à la méthodologie est un prérequis indispensable pour comprendre les épisodes qui suivent. Dans les troubles du rythme ventriculaire, on retrouve les extrasystoles ventriculaires, la tachycardie ventriculaire, la torsade de pointe et la fibrillation ventriculaire. J'ai espoir que cet épisode soit un petit peu plus court que les précédents. Dans cette catégorie de troubles du rythme qui prennent leur origine dans les ventricules, les QRS vont être larges parce que l'onde de dépolarisation ne va pas emprunter les voies classiques physiologiques de conduction. Commençons par les extrasystoles ventriculaires qui sont une activité électrique prématurée qui prennent naissance dans le ventricule droit ou gauche. Puisque cette dépolarisation précoce prend naissance dans les ventricules, elle n'emprunte pas les voies de conduction normales, à savoir le nœud auriculo-ventriculaire et le faisceau de His. Une extrasystole ventriculaire, ESV, ressemble à ceci. Elle survient de manière prématurée par rapport au rythme normal, n'est pas précédée d'une onde P, puisqu'encore une fois elle ne provient pas des oreillettes, et est suivie d'un repos compensateur. Et comme on l'a dit plus tôt, son QRS est large. La fréquence des ESV va être très importante à déterminer. Une ESV peut tout à fait être isolée et ne représente pas grand danger. On parle d'ESV bigéminée quand elles surviennent tous les 2 QRS, ou trigéminée lorsqu'elles surviennent tous les 3 QRS. 2 ESV qui se suivent, c'est un couplet, 3 ESV qui se suivent, c'est un triplet. Oui, on dirait une partition de musique. On peut également avoir des salves d'ESV qui là sont dangereuses puisqu'elles peuvent donner lieu à d'autres troubles du rythme ventriculaire comme la tachycardie ventriculaire. La dangerosité de ces ESV va dépendre encore une fois de sa fréquence, mais également du contexte clinique et biologique du patient. Est-ce que c'est associé à une gêne, à une douleur? Et le traitement se fera surtout sur la cause de survenue des extrasystoles ventriculaires. Dans tous les cas, des ESV fréquentes sur un ECG doivent être explorées. Passons maintenant à un trouble du rythme ventriculaire extrêmement connu, la tachycardie ventriculaire. Comme pour l'ESV, la TV prend naissance dans un foyer d'hyperexcitabilité du ventricule. La différence entre une extrasystole et une tachycardie ventriculaire va dépendre de la fréquence de dépolarisation de ce foyer parasite, de ce foyer d'hyperexcitabilité. Si ce foyer délivre un influx électrique continu supérieur à 100 par minute, alors on parle de tachycardie ventriculaire. En revanche, si ce foyer délivre un flux électrique isolé, alors c'est une extrasystole ventriculaire. Et ça se verra clairement sur l'électrocardiogramme. La tachycardie ventriculaire est reconnaissable par sa régularité, sa fréquence qui sera supérieure à 100 par minute, ses ondes P dissociées qui sont la plupart du temps masquées par l'amplitude des QRS, et des QRS bien évidemment larges. On remarquera encore une fois la régularité de l'onde qui sera toujours de la même manière et c'est important de le noter pour le différencier d'un autre trouble du rythme ventriculaire dont on parlera juste après. Quand une tachycardie ventriculaire dure moins de 30 secondes, on parle de TV non soutenue. Quand elle dépasse les 30 secondes, on parle de TV soutenue. Plusieurs causes peuvent entraîner une tachycardie ventriculaire. Troubles hydroélectrolytiques avec notamment la dyskaliémie, les intoxications médicamenteuses, l'hypoxie, les cardiopathies, etc. Le traitement de la tachycardie ventriculaire va dépendre de la tolérance du patient. Si la TV est bien tolérée hémodynamiquement, alors on peut envisager un traitement médicamenteux en première intention de l'amiodarone ou de la xylocaïne. En deuxième intention, en cas d'échec de la solution médicamenteuse, on pourra réaliser un choc électrique externe. En cas de mauvaise tolérance hémodynamique, ou alors en cas de tachycardie ventriculaire sans pouls, c'est-à-dire un rythme non perfusant d'arrêt cardio-respiratoire, alors le choc électrique externe sera réalisé d'emblée. Le traitement à distance sera médicamenteux et pourra être associé à une ablation du foyer d'hyperexcitabilité ventriculaire, potentiellement également associé à une pose de défibrillateur interne, qui va pas régler la cause, mais pouvoir en tout cas traiter en cas de survenue de tachycardie ventriculaire. Passons maintenant à la torsade de pointe, qui est un poil plus complexe à expliquer au niveau de la physiopathologie et de la conduction électrique. Il s'agit d'un type de tachycardie ventriculaire parce qu'encore une fois, l'onde de dépolarisation va partir des ventricules et non des oreillettes. Le point de départ de la torsade de pointe sera une ESV sur une onde T au moment de la repolarisation des ventricules. Donc, si jamais ces notions ne te parlent pas, direction l'épisode 1
avec la physiologie électrique cardiaque. Je vous le rappelle au cas où vous l'ayez oublié entre-temps, l'ESV, l'extrasystole ventriculaire, provient d'un foyer de dépolarisation ventriculaire. Et du coup, ce foyer d'hyperexcitabilité ventriculaire, il va pas être synchrone avec le reste du cœur, et quand il va émettre une onde de dépolarisation, il ne va pas dépolariser l'ensemble des cellules cardiaques en même temps. Et bah oui, parce qu'au moment où il va émettre son onde de dépolarisation, certaines cellules cardiaques vont être en période de repolarisation et donc en pleine période réfractaire. Je vous rappelle que pour qu'une cellule se dépolarise, il faut au préalable qu'elle se soit repolarisée et qu'elle ait échangé les ions en intra- et extracellulaire. Cette période s'appelle la période réfractaire, au cours de laquelle, si jamais elle reçoit un signal de dépolarisation, et elle ne va pas se dépolariser pour autant. Et donc cette extrasystole ventriculaire, en intervenant en pleine période de repolarisation au cours de l'onde T, va dépolariser les cellules qui peuvent être dépolarisées à ce moment-là, et ensuite remonter pour dépolariser les cellules qui ne pouvaient pas se dépolariser juste avant parce qu'elles étaient en période réfractaire. Il va donc y avoir une asynchronie de dépolarisation des fibres myocardiques des ventricules, ce qui va donner ce tracé typique avec des amplitudes variables, contrairement à la tachycardie ventriculaire où l'amplitude reste fixe. Très souvent, la torsade de pointe sera très mal tolérée et donnera lieu à des malaises ou des syncopes. Ce trouble du rythme, issu, je vous le rappelle, d'une ESV au moment de l'onde T, peut tout à fait s'arrêter spontanément, ce qui fait qu'une personne qui fait un malaise va se présenter aux urgences et ne rien présenter au niveau de son électrocardiogramme, tout simplement parce que il a fait cet épisode de torsade de pointe qui a causé le malaise, mais sur l'électrocardiogramme, on ne retrouve rien. D'où l'intérêt de poser un holter chez ces personnes pour enregistrer sur plusieurs jours parfois le rythme cardiaque. Mais attention parce que la torsade de pointe peut tout à fait dégénérer en fibrillation ventriculaire et donc en arrêt cardiaque. La torsade de pointe peut être causée par des troubles métaboliques à même titre que la tachycardie ventriculaire, une cardiopathie congénitale, le syndrome du QT long, etc. Et la fréquence cardiaque peut tout à fait jouer un rôle dans la survenue de la torsade de pointe. Je vous le rappelle, plus la fréquence cardiaque est basse, plus le QT va être long et donc plus l'ESV pourra potentiellement tomber en pleine période réfractaire, en pleine période de repolarisation pendant l'espace QT, et ainsi déclencher une torsade de pointe. Encore une fois, le traitement va dépendre de la tolérance hémodynamique du patient. Si le trouble du rythme est mal toléré hémodynamiquement, on pourrait être amené à réaliser un choc électrique externe en urgence. Si la torsade de pointe est bien tolérée, on peut mettre en place de l'Isuprel pour accélérer la fréquence cardiaque, tout simplement, et secondairement de mettre en place une sonde de stimulation électrosystolique pour prévenir de la récidive. Et bien évidemment, il faudra rechercher et traiter la cause de survenue de la torsade de pointe. Pour terminer sur cet épisode 5, on va aborder le dernier trouble du rythme ventriculaire, el famoso fibrillation ventriculaire. Là pour le coup, c'est le giga chaos au niveau des ventricules, avec une désorganisation complète des courants électriques de dépolarisation. Dans la fibrillation ventriculaire, contrairement aux autres troubles du rythme ventriculaire, il ne peut y avoir aucune contraction cardiaque. Il n'y a donc aucun débit cardiaque, aucun sang qui rentre ou qui sort du cœur. C'est un rythme d'arrêt cardio-respiratoire. La fibrillation ventriculaire, sans traitement associé rapidement, va se transformer en asystolie, en tracé plat. Le seul traitement de la fibrillation ventriculaire est le choc électrique externe délivré par n'importe quel défibrillateur. Faut vraiment comprendre que les autres troubles du rythme ventriculaire peuvent malgré tout être des rythmes perfusants. Tachycardie ventriculaire, la torsade de pointe, il peut y avoir un débit cardiaque puisqu'on a des personnes qui peuvent être conscientes avec ce genre de trouble du rythme ventriculaire. Dans certains cas, dans la torsade de pointe ou la tachycardie ventriculaire, il peut y avoir une chute hémodynamique très importante, une très mauvaise tolérance hémodynamique qui donne les symptômes d'un arrêt cardiaque, une personne qui est inconsciente et qui ne respire pas. Dans ces cas-là, il faut traiter comme la fibrillation ventriculaire et délivrer un choc électrique externe le plus rapidement possible tout en mettant en œuvre les manœuvres de réanimation standard, compression thoracique, pose de voie veineuse, médicaments, etc. Voilà, on a terminé avec les troubles du rythme supraventriculaire et ventriculaire avec l'épisode 4 et 5. Dans le prochain épisode, on abordera les troubles de la conduction, à savoir les blocs auriculo-ventriculaires. Mais vraiment, pour que cette série de vidéos continue, il me faut votre soutien. J'ai pas d'autre choix, il faut que vous aimiez, que vous commentiez, que vous vous abonniez, que vous partagez. Parce qu'il s'agit des vidéos les plus chronophages de la chaîne et que plus on avance dans les épisodes, moins ils sont vus parce qu'on arrive dans du un peu plus spécifique, un peu plus détaillé. C'est aussi pour ça que j'ai ralenti et que j'ai mis un temps entre l'épisode 4 et l'épisode 5 parce que je me demandais tout simplement si le sujet vous intéressait encore. Au final, je vois que petit à petit la vidéo fait des vues, mais on voit qu'il n'y a pas la hype des 3 premiers épisodes où vraiment on découvrait ensemble l'électrocardiogramme. Donc je vais continuer sur les BAV, mais encore une fois, ça va dépendre de vous parce que moi ça me plaît de faire ça, mais ça me prend
beaucoup de temps, et si derrière il n'y a pas le public, et bah forcément je priorise sur d'autres sujets où là je suis sûr de trouver le public et je suis sûr d'être utile à la fois pour les patients et pour les professionnels de santé. Donc je compte sur vous, et puis comme d'habitude je vous dis à la prochaine, salut. I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not clear.